évanouie dans la nature et il faudra du temps avant qu'elle se restructure dans la clandestinité. Qui plus est, l'occupant favorise la mise sur pied d'un syndicat collaborationniste, l'UTMI, l'Union des travailleurs manuels et intellectuels. Dans les entreprises, bien rares sont les anciens délégués syndicaux qui ont gardé leurs fonctions. C'est dans ce contexte qu'émergent des mouvements comme les comités de lutte syndicale, animés par les communistes, le mouvement syndical unifié d'André Renard et, dans la région de Charleroi, le mouvement des délégués. Première préoccupation, les conditions de subsistance du monde ouvrier. Les salaires sont bloqués depuis mai 1940, alors que les produits en vente sont de plus en plus chers. Au début de la guerre, il y avait donc quelques entreprises où il y avait des délégués qui avaient pris l'initiative, enfin, d'intervenir auprès de leur patron en faveur du personnel de l'usine. Mais en général, c'était assez limité et il n'y avait donc pas d'action syndicale de la part des anciens dirigeants. Du côté patronal, certains, et non des moindres, sont tentés de tirer profit d'une conjoncture qui leur paraît favorable. Voici ce qu'écrit en septembre 1940 le président de la Banque de Bruxelles, Max Léo Gérard, dans une circulaire qu'il signe en tant que directeur général du Comité central industriel, c'est-à-dire du patronat. La disparition des syndicats politiques et des commissions paritaires crée une situation qui se rapproche de celle qui existait avant la précédente guerre, lorsque l'employeur discutait des conditions de travail seul avec les ouvriers. En sidérurgie, le comité central avait donné des directives aux patrons de désigner eux-mêmes une délégation dans leurs entreprises. Et alors, bien sûr, c'était des délégués désignés par le patron et qui n'avaient pas donc le même courage, la même ténacité. On se trouve en présence d'une politique patronale de revanche, dont l'objectif est, ni plus ni moins, de gommer les conquêtes sociales obtenues au lendemain de la Première Guerre mondiale, comme les commissions paritaires, où se retrouvaient patrons et syndicalistes d'un même secteur industriel. Il y avait aussi les conquêtes arrachées à la suite des grèves de 1936 qui ont éclaté dans tout le pays. Par exemple, la semaine de congés payés et l'instauration de la Conférence nationale du travail. Alors, les chefs d'entreprise ont-ils vraiment été tentés de remonter le cours de l'histoire, de faire marche arrière dans le domaine des relations sociales? Peut-être certains représentants officiels de l'industrie qui étaient de tendance conservatrice. Mais il faut bien dire qu'en septembre 1940, il y avait une très grande incertitude. Au fond, on n'était pas encore du tout certain que les Alliés gagneraient la guerre et que l'Angleterre notamment. Et alors, il est certain qu'un an et demi plus tard, l'attitude était beaucoup plus claire et plus nette. Dans la deuxième partie de l'année 1941, l'entrée en guerre de l'URSS et des États-Unis fait évoluer le contexte international de manière décisive. C'est alors qu'on verra la majorité des industriels belges s'installer dans la perspective de la libération de la Belgique. Cependant, en janvier 1941 déjà, le président américain aborde la question de la reconstruction du monde après la Grande Tourmente. Franklin Roosevelt affirme qu'il faut libérer les hommes du besoin. Une idée qui sera reprise en août 1941 lors de la rencontre entre Roosevelt et le Premier ministre britannique Winston Churchill au milieu de l'Atlantique. La charte de l'Atlantique, qu'ils élaborent ensemble, évoque les meilleures conditions de travail et la sécurité sociale qu'il faut assurer à toutes les nations. Libération, besoin et sécurité sociale, ces deux expressions marquent un tournant. En Belgique occupée, était-on au courant de cette évolution? Nous étions au courant parce qu'en fait, la radio de Londres diffusait cela et nous avions des écouteurs et nous avions rassemblé toute la documentation qui parvenait aussi par des formes clandestines, par achetage, etc. Et l'idée de sécurité sociale est née précisément pendant la guerre comme étant une aspiration pour qu'après toutes les épreuves subies, les hommes et les femmes
puissent obtenir la garantie de ne plus se retrouver dans la misère physique ou morale malgré eux. Ça, c'était un idéal profond, en fonction de quoi nous pouvions aussi mobiliser des énergies, notamment des jeunes. Je crois qu'il fallait leur apporter un message. On pouvait demander de combattre, mais il fallait aussi leur dire, et ceci n'est pas l'affaire d'un seul parti, n'est-ce pas? Je crois qu'il faut être objectif. Nous voulons, il y a quelque chose de nouveau, nous aurons un monde différent avec la démocratie, la liberté et le progrès social. La libération du besoin va guider les travaux de William Beveridge, à qui Churchill a demandé d'élaborer un système de sécurité sociale. Le plan Beveridge sera le point de départ du welfare state britannique, l'État-providence. Système de solidarité nationale, il assure à chaque citoyen un revenu minimum et une retraite décente. Il lui permet aussi de se sentir en sécurité face à l'éventualité du chômage, des accidents de travail ou de la maladie. Il y a eu 7 exemplaires du plan Beveridge qui ont été parachutés en Belgique. Et j'étais, avec mes amis liégeois, détenteur d'un exemplaire, ce qui nous a permis de l'étudier. Le plan Beveridge intéressera aussi au plus haut point certains responsables belges en exil à Londres. Parmi eux, les membres de la commission que le gouvernement a chargé d'étudier les problèmes d'après-guerre, la CEPAG. Cette commission va accoucher au début de 1943 d'un projet de sécurité sociale. Fortement influencé par le plan Beveridge, le projet de la CEPAG aura le défaut majeur d'avoir été affaudé dans un contexte à mains égards différent de celui de la Belgique occupée. En Belgique précisément, le climat qui entoure les relations sociales n'est plus exactement le même qu'au cours de la première année qui a suivi l'invasion. Ceux des industriels qui avaient cru pouvoir tirer profit d'une victoire définitive de l'Allemagne ont dû déchanter. À cela est venu s'ajouter l'échec de l'UTMI, le syndicat collaborationniste. Le monde ouvrier, quant à lui, est parvenu à retrouver une certaine combativité qui s'est notamment exprimée lors de la grève dite des 100 000 dans le bassin industriel liégeois. Enfin, les anciennes centrales syndicales ont entamé une restructuration dans la clandestinité. Déjà, en 1941, patrons et syndicats commencent à renouer le contact. À la base, dans les bassins industriels, la reprise du dialogue ne sera pas des plus faciles. Dans la région de Charleroi, par exemple, les patrons sidérurgistes se sont fait tirer l'oreille, tandis que du côté de la construction mécanique, on s'installait dans la négociation. Il y a eu une réunion convoquée tout de suite de la commission paritaire qui fonctionnait, disons-le, clandestinement. Et alors, nous avons discuté avec les employeurs. Nous avons fait remarquer que la guerre ne durerait pas toujours et qu'il fallait qu'ils prennent soin du matériel humain au même titre que de l'outil de travail. Et alors, nous avons formulé des revendications au point de vue salaire et au point de vue alimentation. Petit à petit, la revendication ouvrière va aller au-delà des questions strictement matérielles. On réclamera par exemple l'autorisation de l'activité syndicale dans les entreprises. Au sommet aussi, le contact a pu être renoué, principalement grâce à l'initiative d'un homme, Henri Fuss. Cet ancien directeur général au ministère du Travail, démis de ses fonctions par les Allemands, a mis sur pied des rencontres qui donneront naissance à ce qu'on appellera le comité patronal ouvrier. Du côté patronal, on semble manifester un esprit d'ouverture sociale. C'est le cas du président du patronat, le père de Pierre van der Rest. On souhaitait revenir au régime de l'économie de marché, de l'économie d'entreprise, mais avec une part d'intervention de l'État plus importante, et certainement, là, je suis catégorique, pour mon père, une grande ouverture du côté social. Et j'ai eu l'occasion d'aller présenter des rapports au bureau permanent élargi du comité central industriel à 2 ou 3 reprises. C'était également la mentalité des personnes que j'ai vues là. Bonjour Sonia. Bonjour Christian. Monsieur Dubois. Enchanté, monsieur. Suivez-moi, mon mari vous attend.
La majorité des chefs d'entreprise estimaient indispensable de lâcher du lest. L'établissement d'une paix sociale durable après la libération, véritable obsession, était à ce prix, d'autant que la peur du communisme s'était installée parmi eux. Vous vous connaissez? Oui, bonjour. Asseyez-vous. Merci. Les réunions du comité patronal ouvrier se tiendront régulièrement pendant 2 ans et demi. Elles prendront fin avec l'adoption du pacte social. Syndicats et patronats reconnaissent leurs rôles respectifs et préconisent l'instauration d'un système complet de sécurité sociale des travailleurs qui repose sur la solidarité nationale. Au retour de Londres en septembre, le gouvernement Pierlot ramène, lui, dans ses bagages, le projet de sécurité sociale que la CEPAG avait élaboré sous l'influence du plan Beveridge. Le projet, fraîchement accueilli à Bruxelles, devra rester dans ses cartons. Les Anglais avaient instauré une administration unifiée avec une approche globale des problèmes liés à la santé. Le pacte social belge accordait, lui, à l'État, un rôle nettement moins important que le plan Beveridge. Ainsi, l'incontournable spécificité belge va renforcer le pluralisme des mutuelles. Deux arrêtés-lois vont concrétiser les grandes orientations du pacte. Celui du 28 décembre 1944, qui instaure un système de sécurité sociale pour les travailleurs salariés, et celui du 21 mars 1945, qui organise le secteur maladie-invalidité. Le président du comité central industriel qualifiera de raisonnables les mesures arrêtées. Mais la base syndicale, dans les entreprises, comment réagit-elle? Ben, je crois qu'il aurait été assez difficile d'obtenir plus. Mais ce que nous reprochions à l'accord réalisé, c'est qu'il n'était pas exécuté. Le gouvernement a lanterné pour prendre certaines dispositions qui ont créé une situation de mécontentement général parmi le monde du travail. Avec le recul, toutefois, on peut affirmer que la Belgique sociale de l'après-guerre a finalement été placée sur les rails sans heurts importants. À l'époque, le syndicaliste Louis Major évoquait une société où plus personne n'éprouverait de hantise quant à son avenir. Nous croyons qu'après toutes les souffrances subies, il fallait un monde différent et que chaque être humain devait avoir le respect de sa dignité et de personnalité, d'où l'excellente déclaration de Major. Et je me permets, à la lumière des événements actuels, sans le vouloir faire un bond de 50 ans en avant, mais qu'actuellement ces problèmes restent d'actualité. Et qu'à travers la crise que nous connaissons et tous les problèmes qui s'y ajoutent, il y a une préoccupation fondamentale chez tous les hommes de progrès, c'est qu'on n'abandonne pas ce qui a été l'effet mobilisateur des hommes et des femmes de progrès pour sortir de la guerre et créer un monde meilleur.